1958. Ici, il n'y a rien. Des dunes, des marais, des moustiques. Pas une rue, pas une maison, pas un habitant. 60 ans plus tard, une ville entière. Voici comment la France a fait sortir une station balnéaire du sable. Dans les années 50, le littoral du Languedoc est l'un des plus vides de France. Des kilomètres de sable entre des étangs saumâtres. L'endroit est superbe et presque invivable, les moustiques y règnent en maître. Rien ne pourra se construire ici tant qu'on ne les aura pas chassés. À la fin des années 50, les départements s'unissent pour démoustiquer toute la côte, mètre par mètre. C'est le préalable, invisible mais décisif, à tout ce qui va suivre. Pendant ce temps, les vacanciers français filent vers l'Espagne et l'argent des vacances s'en va à l'étranger. En 1963, Paris décide de frapper fort, aménager ce littoral pour retenir les touristes. C'est la mission Racine, du nom de Pierre Racine, le haut fonctionnaire qui la dirige. Le plan est vertigineux. 7 stations entièrement nouvelles, créées d'un seul geste, sur des terrains presque vides. Et le site que vous voyez, un simple banc de sable entre la mer et l'étang, est choisi pour devenir la vitrine de toute l'opération. Pour dessiner cette vitrine, l'État confie tout à un seul homme, l'architecte Jean Balladur, cousin issu de Germain d'un futur Premier ministre. Il refuse de faire une station comme les autres. Son inspiration, il va la chercher très loin. Les pyramides précolombiennes de Teotihuacan, au Mexique, et les courbes de béton de Brasilia. De là naît une idée folle, des immeubles en forme de pyramide, blancs, tournés vers la mer, dessinés pour capter la lumière et couper le vent. Sur le sable, tout est tracé d'avance. Le port, au centre, les grands immeubles face à la mer, les maisons basses derrière. Rien n'est laissé au hasard. En 1967, on plante symboliquement le point zéro du chantier. Le port est inauguré la même année, et l'été suivant, les tout premiers estivants posent leurs valises dans une ville qui sort à peine du sable. Tout commence par le port. En 58, à cet endroit précis, il n'y a que la plage et l'arrière-dune. Regardez la même emprise aujourd'hui. Un bassin entier creusé dans le sable, près de 1500 anneaux, et tout autour, le centre-ville. C'est un choix radical. Dans les stations classiques, la ville vient d'abord, et le port ensuite. Ici, c'est l'inverse. Le port est l'acte de naissance de la ville. Le chantier attire tous les regards. En octobre 1967, le général de Gaulle en personne vient le visiter, au milieu des grues et du sable. Le premier grand immeuble, le Grand Pavois, sort de terre l'année suivante. Et quelques années plus tard, s'élève le bâtiment qui domine encore le port, la Grande Pyramide. 60 ans après, tout est toujours là. Et le port manque même de place. Le long de la plage, les pyramides s'alignent. Leur forme n'est pas un caprice d'architecte. Les façades en gradin suivent exactement la pente de l'ancienne dune. Et chaque appartement gagne ainsi sa terrasse au soleil. Vu du ciel, le dessin est saisissant. On dirait une écriture blanche posée sur le sable. Pourtant, à l'époque, la presse se déchaîne. On parle de la Grande Moche, de Haque-Sarcelles-sur-Mer, d'une folie de béton posée sur la plage. Il faudra une génération pour que le regard change. En 2010, l'État lui décerne le label Patrimoine du XXe siècle. Une reconnaissance rarissime pour une ville aussi jeune. Ce que l'on montrait du doigt est devenu un manifeste d'architecture, étudié dans le monde entier. À l'ouest, la ville vient toucher l'étang du Ponant. Comparez les deux époques. Ici, même l'eau a changé de forme. Cet étang a été creusé en 1966 et la terre qu'on en a retirée a servi à rehausser tout le sol avant de bâtir. Les berges ont été redessinées, le plan d'eau aménagé pour la voile et l'aviron. C'est ce qu'on oublie trop souvent. Ici, on n'a pas seulement posé des immeubles, on a remodelé le paysage lui-même. Les dunes, les étangs,
la ligne de côte, et la ville a continué de grandir par vagues. À partir de 1979, on bâtit le quartier du Couchant, à l'opposé du Levant. Fini les pyramides anguleuses. Place à des formes tout en rondeur, que les habitants surnomment les conques de Vénus. Une même ville, deux écritures. Et puis, il y a ce qui n'a pas bougé. Juste à côté de la ville, les dunes du Grand Travers sont restées presque intactes. Ce n'est pas un oubli, c'est un principe. Le plan d'origine voulait laisser respirer le littoral, alterner les zones construites et les espaces laissés sauvages, ne jamais tout bétonner. Depuis 1976, ces dunes appartiennent au Conservatoire du littoral, qui les protège définitivement. Résultat, 60 ans plus tard, une ville dense d'un côté, une plage sauvage de l'autre, et une frontière nette entre les deux. C'est peut-être, au fond, la partie la plus moderne du projet. Quelques chiffres, maintenant, pour mesurer la métamorphose. En 1975, la commune compte à peine 2000 habitants. 20 ans plus tard, ils sont déjà plus de 6000. Aujourd'hui, environ 8500 personnes y vivent à l'année. Mais ce chiffre ne dit presque rien de la réalité. Car l'été, la population est multipliée par plus de 10. La ville dépasse les 100 000 habitants. Près des 3/4 des logements sont des résidences secondaires. Une ville pensée pour les vacances, et qui l'assume totalement. Côté immobilier, le mètre carré se négocie aujourd'hui autour de 5 400 € et grimpe bien au-delà de 7 500 face à la mer. Pas mal, pour un banc de sable dont personne ne voulait il y a 60 ans. La Grande Motte est un cas extrême, une ville née d'un simple plan sur un terrain vide en une seule génération. Mais votre ville aussi a changé, parfois bien plus qu'on ne l'imagine. Sur notre site, vous pouvez comparer la France de 1950 à celle d'aujourd'hui, adresse par adresse. Le lien est en description. À très vite, vue du ciel.